Avec beaucoup d'espoir dans la lutte contre le coronavirus, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Surface de Vérité. Dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous le docteur Wendlarima Yacinthe Ouedraogo. Il est enseignant en histoire africaine à l'université de Gawa, titulaire d'un doctorat unique en histoire africaine. Il est auteur d'un essai social et politique intitulé Le rêve burkinabé, un livre sur le leader de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kibri. Merci de répondre à notre invitation. Merci bien. Nous sommes bien justement en temps de coronavirus, cette maladie qui fait trembler le monde entier. L'Afrique a son mot à dire dans la recherche du médicament, de la solution à ce mal. Les chercheurs africains ont-ils véritablement un mot à dire, leur mot à dire dans ce défi sanitaire? La recherche un peu partout se mobilise. Que dit donc de l'Afrique dans tout ça? Les chercheurs africains, déjà, on peut le dire, qui se cherchent. Je vais parler notamment de la question de la finance. Ça a toujours été un problème pour les chercheurs africains. Effectivement, il faut dire qu'ici, il y a le problème des finances, problème donc d'équipement. Mais je crois qu'avant même de parler de ces moyens qu'il faut avoir, il faut dire que quand même l'Afrique a de la compétence. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un problème qui ébranle le monde entier, mais il n'est pas exclu que la solution vienne de l'Afrique. Parce qu'on le sait que la science n'a pas de frontières. Même si nous sommes en Afrique, en dépit donc des difficultés financières et économiques que nous avons, on peut bien espérer, vu que certains pays comme l'Égypte ont déjà donné de la voix. Je crois que c'est difficile pour tout le monde, mais il n'est pas exclu que la solution vienne de l'Afrique. C'est vrai que, comme je l'ai dit, même les grandes puissances ont aujourd'hui du mal à juguler le problème. La Chine, d'où est partie la maladie, est en train de redresser là-bas, de donner beaucoup d'espoir. Mais pour le médicament, il y a encore du chemin. Il faut peut-être encore quelques mois, même si du côté de la France, les recherches au niveau de Marseille avec ce chercheur nous permet donc d'avoir aussi de l'espoir sur la question notamment donc de la chloroquine, même si pour l'instant beaucoup de pays n'admettent pas cette solution pour l'instant. Mais il y a quand même des espoirs et comme je l'ai dit, l'Afrique, c'est aussi cela, ces grands moments qu'il faut aussi monter au créneau pour montrer qu'aussi on a quelque chose à apporter à l'humanité. C'est vrai, les chercheurs africains se mobilisent un peu partout, mais ça reste toujours l'éternel problème. Quand vous regardez le cas du Burkina, par exemple, où aujourd'hui, rien que pour le test, il n'y a que Bobo Dioulasso, où tout se fait. C'est vrai qu'on annonce également un laboratoire du côté de Ouagadougou pour cela, mais on se rend compte là que les défis sanitaires restent encore nombreux, qu'on a encore du chemin au niveau du Burkina notamment. Effectivement, c'est comme vous le dites, je crois que l'Afrique n'est pas très bien préparée pour faire face donc, à cette maladie donc, du Covid-19. Il faut le dire, quand on regarde déjà la panique dans certains pays comme le Burkina Faso, on a des questions à se poser. Mais comme je l'ai dit, donc, il n'est pas exclu que l'investissement africain, que les recherches que donc certains ont entamées. Et comme je l'ai dit, la science n'a pas de frontières. C'est aussi souvent de concert avec d'autres nations que la solution peut être trouvée. Comme vous l'avez dit, on sait aujourd'hui que les grandes nations comme la Chine, les grandes nations comme les États-Unis se cherchent. Vous avez parlé donc de la chloroquine qui semble être un moyen palliatif en attendant donc qu'on trouve un vrai remède. Mais je crois qu'il y a aussi le problème, peut-être qu'il faut souligner, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on nous dit toute la vérité sur ce mal du Covid-19? Parce qu'un peu sur les réseaux sociaux émergent des voix qui tendent à nous dire que le remède peut-être est caché par certaines puissances pour des intérêts peut-être politiques, économiques. Voilà. Mais pour moi, comme vous l'avez dit, qu'est-ce que l'Afrique peut faire pour ne pas sombrer dans cette crise sanitaire comme l'OMS peut-être. Justement, l'OMS qui craint beaucoup pour l'Afrique, justement. Vous travaillez sur l'histoire africaine, sur la société africaine de façon générale. Pourquoi faut-il craindre plus pour l'Afrique? Je crois qu'il faut craindre pour l'Afrique. C'est comme vous l'avez dit, c'est d'abord sur le plan sanitaire. Est-ce que l'Afrique a des installations sanitaires? Est-ce que l'Afrique a assez d'équipements sur le plan sanitaire pour la prise en charge des malades? Vous avez parlé tantôt du Burkina Faso.
où le seul centre était à Bobo, et on parle donc d'un nouveau centre à Ouagadougou. Et actuellement, il semble que donc, le test n'est pas pour le moment disponible. Ça peut dire qu'on peut souffrir de la maladie sans être situé sur son état réel. Est-ce que c'est la maladie? Parce qu'il y a d'autres symptômes qui peuvent ressembler à la maladie sans pour autant que ça ne soit le Covid-19. Donc pour moi, au-delà du Burkina Faso, il faut craindre pour toute l'Afrique. Parce que si je reviens sur le problème aussi de la sensibilisation, les populations ne semblent pas être aussi alertes comme il se doit. Et la discipline aussi n'est pas au rendez-vous. Quand nous prenons par exemple des pays comme la Chine, où on a vu une forte mobilisation des autorités pour pousser la population au confinement. Et on a vu un peu avec l'Italie que ça n'a pas été le cas au début, si bien que le mal a pu se propager. Si nous revenons vers l'Afrique, on sent que les mesures prises par les politiques accusent un retard par rapport même à la propagation de la maladie. La maladie va très vite que les stratégies. À écouter donc les scientifiques, c'est comme si la maladie, à chaque fois, une avance de près de 2 semaines sur la réalité, sur le terrain et sur les informations qu'on nous balance. Si bien que certaines mesures qui pouvaient être salutaires aujourd'hui, si elles ne sont pas prises aujourd'hui et prises peut-être dans 10 jours, elles sont dépassées et on ne peut pas avoir le résultat escompté. Donc en Afrique, ce n'est pas seulement le problème d'installation sanitaire et autres, c'est aussi le problème de contrôle de la population. C'est aussi le problème de sensibilisation. On a déjà passé l'information sur les mesures préventives. Les gestes barrières, justement. Justement. Est-ce que, quand vous sortez à Ouagadougou, vous vous rendez compte que ce n'est pas appliqué à la lettre? Jusqu'à présent, il n'est pas explicable que les maquis, gouilles d'un monde qui s'amuse, il n'est pas explicable qu'il faille attendre un couvre-feu de l'autorité politique pour que les gens se rangent. Et ça aussi, on sait que ce n'est pas tout le monde. Donc, ce n'est pas un problème qui est seulement relatif au Burkina Faso, c'est relatif à l'essentiel des pays africains. Et, bon, peut-être beaucoup pensent que ce n'est pas aussi évident que notre climat peut être notre rempart face à ce mal, mais si tel n'est pas vérifié, si tel n'est pas le cas, ce que vit actuellement l'Italie ou l'Espagne, on peut craindre ce même phénomène, cette même crise pour l'Afrique. Ça sera dramatique, justement. On espère qu'on n'en arrivera pas là, justement. Mais vous parlez de discipline, c'est un élément essentiel, vous l'avez dit, qui a permis à la Chine aujourd'hui de remonter la pente. Ces temps-ci, le président de Faso a pris des mesures, dont le couvre-feu notamment. Vous voyez un peu toute cette polémique aussi autour donc, de la répression de ceux qui ne respectent pas cette mesure, justement. Des cas de violence sur des citoyens. Pour une partie des Burkinabés, il faut effectivement en arriver là pour discipliner les gens. Et pour d'autres, ceux qui sont les puristes, en tout cas pour les défenseurs des droits humains, la loi doit rester la loi, quelle qu'en soit la situation. C'est ça. Quel est votre avis sur cette question? Bon, moi, j'ai aussi un avis partagé là-dessus. Parce que ça dépend de quel côté la réflexion nous amène. Effectivement, quand une mesure est prise par une autorité telle que le chef de l'État, les populations ne doivent pas jouer avec de telles mesures. On dit couvre-feu à 19h, sauf pour des cas extrêmes. Tout le monde doit être à la maison. Maintenant, on remarque aussi que dans la répression des forces de l'ordre, il y a de l'exagération. Parce que je ne sais pas s'il y a une loi qui autorise une quelconque personne à bastonner son prochain, son concitoyen, pour des raisons de non-soumission au couvre-feu. Est-ce que ici, je ne sais pas, On a vu le procureur du Faso, justement, Yoda, qui est sorti pour recadrer un peu les choses, pour rappeler un peu les textes à ce niveau. Oui, mais qu'est-ce que la loi dit? Ces gens qu'on trouve sur la route. La loi ne permet pas justement cette violence. Oui, mais ces gens qu'on appréhende dehors, qui n'ont pas aussi respecté Il y a des amendes. Justement, mais il faut d'abord les garder à quelque part. Ça aussi, ça peut... En fait, je ne suis pas en train de prôner la violence, mais je suis en train donc de souligner que la situation est délicate. Les forces de l'ordre n'ont pas cette autorisation. Elles-mêmes, elles savent qu'elles ne doivent pas faire des actes de sévice sur les populations. Ce n'est pas permis. Les populations savent aussi qu'on doit se soumettre impérativement
à une autorité donc, qui émane du chef de l'État. Donc voici un peu, j'allais dire, qui fait que la réponse est un peu difficile. Et pour moi, peut-être dès les premiers jours, on pouvait commencer à sensibiliser. Maintenant, s'il y a des cas extrêmes, bon, je me dis que les amendes ne seront pas aussi la solution, parce qu'il faut trouver un lieu peut-être où les enfermer pendant 2-3 jours. Ce n'est pas aussi évident que ça ne participe pas, ça n'entraîne pas l'effet non désiré, parce que c'est dispersé. Ce qui crée peut-être aussi le scandale, c'est parce que c'est filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Justement, c'est ça aussi qu'il faut déplorer, parce que ce n'est pas agréable que des gens assermentés qui doivent défendre la loi se permettent non seulement donc, de brimer cette loi, donc de la violer, et ensuite aussi de filmer. Ça aussi, j'allais dire, c'est la vie privée des gens donc, qu'ils sont en train d'exposer. Ce n'est pas aussi normal. Même des voleurs que souvent on arrête, on ne permet pas que donc, leur visage apparaisse sur les images. Voilà. Donc je crois qu'il faut déplorer ça, mais il faut aussi dire aux populations qu'elles doivent rester soumises, parce qu'au Burkina Faso, c'est un phénomène, c'est comme une mode. L'incivisme, l'insoumission, la défiance de l'autorité. Ça aussi, il faut le déplorer. On ne doit pas en arriver là, surtout pour des situations graves telles que ce mal qui secoue le monde entier, comme vous l'avez dit, qui est en train de faire trembler les grandes puissances. Il faut que les mesures soient fortes au plan national pour que nous puissions faire face à ce mal. Covid-19 sera-t-elle finalement l'élément fédérateur pour les Burkinabés? Bon, je crois que c'est une question qui nous réunit, qui doit pouvoir nous permettre... Je crois que c'est une question de patriotisme ici. Une question de patriotisme, parce que quand la case veut brûler, je crois qu'on doit oublier les divergences d'opinion, les divergences d'intérêts, les divergences politiques et à tous les niveaux, pour ensemble sauver la maison, quitte après cela maintenant qu'on retourne dans les querelles ou encore dans les contestations. Je crois que pour le moment, il faut saluer les engagements pris de part et d'autre, donc les actes patriotiques que les gens posent pour qu'ensemble on puisse faire face à un mal extérieur. Parce que justement, jusque-là, le terrorisme n'a pas réussi cela, à unir les Burkinabés autour de l'essentiel. Je crois que là aussi, c'est une question d'approche. Et là aussi, la menace peut-être, puisque le terrorisme, souvent, on ne sait pas qui se cache derrière ce mal. Le terrorisme peut avoir un visage humain, un visage même interne, comme au début, on avait entendu parler que c'était peut-être dû à des querelles politiques que d'autres convertissent en querelles donc sur le plan militaire et autres. Mais pour le Covid-19, pour une question de maladie, de pandémie, on sait qu'il n'y a pas un visage humain, c'est le visage que tout le monde connaît, c'est la maladie. Et comme on aime le dire chez nous, on dit que la maladie, c'est le seul ennemi de l'homme. Donc je crois que le consensus national est salutaire pour faire face donc au Covid-19. C'est ce qui est recherché justement. Les hommes d'affaires apportent déjà leur contribution, l'argent. Et quel pourrait être le rôle des partis politiques justement? Je crois que les partis politiques, leur rôle, c'est aussi avant tout, de même que ces partis politiques peuvent se mobiliser pour sensibiliser les populations, pour avoir un électorat mobilisé. Je crois que dans ce même sens-là, les partis politiques peuvent s'investir dans la sensibilisation, peuvent s'investir aussi dans la collecte de fonds, pas réclamer les fonds au sein des populations qui sont déjà démunies, mais on sait souvent que quand les campagnes politiques approchent, je sais que tous les partis politiques n'ont pas assez donc, de moyens financiers, mais il y a quand même des partis qui ont des assises politiques, donc qui peuvent mettre aussi la main dans la poche, parce que par exemple, on a vu ailleurs des ministres faire don de leurs revenus, de leur salaire, donc pour lutter contre ce mal. Quoique ici, dans le gouvernement, il y a divers partis qui y sont. À l'Assemblée, c'est un regroupement de plusieurs partis politiques. Alors, ces différents partis politiques-là peuvent, pendant qu'ils sensibilisent, ils peuvent aussi mettre la main dans la poche. Ils peuvent mettre à la disposition de la population qui est de plus en plus confinée des denrées telles que les gels hydroalcooliques, tels que les gants, les cache-nez, et des vivres variés. Quoique les politiques ont assez de choses à dire ici pour soutenir la population qui traverse des moments difficiles. Quelqu'un m'a dit une fois que voici des gens qui finançaient
l'établissement des cartes, des cartes, les CNIB. Alors l'occasion est belle pour convertir ces fonds du CNIB. Pour le moment, cette opération est arrêtée en soutien matériel, en soutien donc en vivres ou encore je ne sais quoi, en denrées quelconque pour permettre aux populations de passer cette période difficile à la fois sur le plan moral que donc sur le plan financier. Et qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette crise sanitaire par l'autorité aujourd'hui? Depuis un certain temps, les conseils des ministres ne s'y tiennent pas parce que des ministres aussi sont touchés par la maladie. Du coup, c'est beaucoup d'incertitudes. On a comme l'impression que finalement, on ne sait pas où donner de la tête, même au plus haut niveau. On a du mal véritablement à canaliser les énergies pour véritablement positionner un plan assez cohérent pour venir à bout du phénomène. Comment vous appréciez aujourd'hui la gestion de la crise sanitaire? Pour moi, comme vous l'avez évoqué, il faut d'abord même déplorer que plusieurs membres du gouvernement, en dépit des alertes sur le plan international depuis janvier, février, que beaucoup de membres du gouvernement, pour moi, ce n'est pas explicable. Vous savez que c'est des gens qui sont exposés, qui sont le plus souvent en contact avec des gens qui viennent de l'extérieur. Mais ces mêmes mesures qu'on est en train d'imposer à tout le peuple actuellement, ces autorités auraient dû se les appliquer depuis très longtemps. Cela aurait dû limiter, selon moi, cela aurait dû éviter donc, qu'on ait 4-5 membres donc, du gouvernement qui sont atteints. Ça, c'est ce qui est avéré actuellement, sans oublier aussi au sein de l'Assemblée, on a vu ce qui s'est passé. Donc pour moi, à ce niveau, il y a c'est comme un certain laxisme dans la pratique même des garde-fous pour lutter contre la maladie. Maintenant, dans la gestion au plan national, moi je pense que, comme je l'ai aussi dit tantôt, que les mesures sont en retard par rapport aux réalités sur le terrain. Je crois que depuis début mars, des voix s'élevaient déjà pour réclamer, en même temps qu'on fermait les écoles, en même temps donc qu'on fermait les universités, qu'on ferme aussi les marchés, qu'on ferme aussi donc les yards et en tout cas les grands les boîtes de nuit, les maquis. Voilà, je crois que c'est peut-être le couvre-feu qui pouvait atteindre mi-mars avant qu'on l'applique, mais déjà dès début mars, je crois que même avant qu'on ne puisse... Moi, je n'ai pas compris pourquoi il faille attendre que des cas soient déclarés avant, par exemple, de fermer l'aéroport. C'est vrai, il y a des raisons économiques, il y a des raisons aussi de partenariat sur le plan international. Oui, mais c'est aussi une question, j'allais dire, de survie, vu aussi la faiblesse, comme nous l'avons dit, de notre équipement sur le plan sanitaire, vu que nos moyens financiers ne nous permettent pas de faire face à ce mal, il fallait simplement jouer sur la prévention, fermer les aéroports depuis début mi-février. Il a fallu attendre qu'un cas soit avéré. Et ensuite, aujourd'hui, on parle de 3 fronts, ou encore de 3 foyers, et que plusieurs villes du Burkina Faso soient touchées par le mal avant qu'on ne prenne ces mesures. Alors qu'on sait que la maladie a une avance. Aujourd'hui, si on dit qu'il y a un cas à Boromo, mais cette personne a été en contact avec combien de gens? On ne sait pas. Donc pour moi, les mesures sont bonnes, mais elles sont prises avec un peu de retard. Et je crois qu'à l'heure où nous sommes, on devait peut-être déjà parler même du confinement de la ville de Ouagadougou. Sortez dans la ville, comme je l'ai dit tantôt, vous verrez des gens qui circulent sans aucune protection, aucune mesure de protection. Ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de cache-nez, rien. C'est pour dire que beaucoup pensent que le mal n'est pas une réalité. Et il faut que des mesures fortes. Rien qu'hier, on annonçait que l'Inde, en dépit donc du fait que la population fait 1,3 milliard d'habitants, a pris des mesures de confinement. Je crois que Ouagadougou, si c'est trop, c'est en 2-3 millions, on peut facilement confiner Ouagadougou. Et pour quand même permettre aujourd'hui que des gens sortent de Ouagadougou, ils vont dans d'autres provinces, ils reviennent. Tout mouvement d'hommes actuellement est un agent vecteur de la maladie. Au-delà des transports en commun, il faut même isoler Ouagadougou. Sauf vraiment pour des missions liées par exemple aux forces de l'ordre et autres, des ambulances et autres. Il faut
carrément confiner Ouagadougou. Voilà. Peut-être qu'on ne le souhaite pas, mais rien ne prouve que si la situation se dégrade, on n'y arrivera pas dans 1 ou 2 semaines. La question aussi, ce qui est embarrassant, c'est aussi comment on gère l'économie dans cette situation de confinement. Comment on permet à des gens, c'est vrai qu'ailleurs, on l'a vu en Europe, mais ici, vous avez affaire à beaucoup de monde qui sont dans l'informel, qui au jour le jour gagnent leur pain. Avec ce confinement, comment toutes ces personnes aussi arrivent à vivre? C'est toute la question qui fait que ça semble plus difficile par ici. Oui, je comprends cette manière d'appréhender la question. Je suis d'accord. Mais regardez ce que vit l'Italie actuellement. Croyez-vous que ces 8000 morts sont... En fait, je vais dire, mieux valait vivre une situation de crise alimentaire où on sait que peu de gens vont mourir de faim, surtout nous en Afrique, il y a encore la solidarité, que quand on va dire aujourd'hui qu'il y a des milliers de cas, on ne le souhaite pas, mais il n'est pas exclu qu'on vive cela. Et comme je dis aujourd'hui, confiner Ouagadougou, ce n'est pas confiner tout le Burkina Faso. La ville de Ouagadougou, on interdit les mouvements de population à l'intérieur et aussi hors de la ville. Donc, ça va permettre, sinon aujourd'hui, supposons que ce que vit actuellement l'Espagne, la France ou l'Italie, s'il fallait qu'on vive cela ici, je crois que les populations vont 1000 fois préférer être confinées, dormir, boire de l'eau chaude ou quelque chose pendant 2 semaines, personne n'en mourra de faim, que de vivre l'hécatombe après, pour finir aussi par ce confinement, comme l'Italie l'a vécu. Voilà. Alors, vous écrivez un livre justement sur le rêve burkinabé, un livre sur donc, le leader de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. Sankara, c'est aussi une approche de la gouvernance, des questions de santé, de démocratie. Pour vous, Sankara, son approche aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses à puiser dedans pour faire face à une telle crise, par exemple? Oui, je crois que le modèle ou encore le système que le président Sankara avait voulu mettre en place, si cela avait marché depuis déjà sous la Révolution, on avait vu lors de l'opération Commando et les félicitations venues donc de l'OMS pour reconnaître les mérites d'un petit pays comme le Burkina Faso qui a su en quelques jours administrer autant de vaccins à des populations pour prévenir donc des maladies. Je crois que ça, ce n'était qu'au début de la Révolution. Si aujourd'hui, le système s'était installé, parce que c'était la médecine de proximité, on n'allait pas aujourd'hui avoir besoin de transférer un malade de quoi? De Gawa ou encore de Dori vers Ouagadougou. Parce qu'à Dori, à Gawa ou encore, je ne sais quoi, à Léo ou encore dans toutes les villes du Burkina, on aurait eu des centres de santé bien équipés avec des gens bien formés. Aujourd'hui, on n'aurait pas eu besoin. Je ne veux pas dire qu'on aurait eu le remède du Covid-19, non. Mais sur le plan de la prise en charge. Si Sankara, aujourd'hui, pour vous, vivait, on devrait avoir un système de santé beaucoup plus qualitatif que ça, vous voulez dire? Je suis sûr. Parce que ce qui a été esquissé sous la Révolution en 4 ans était déjà un signal fort de l'engagement, de la bonne volonté. Parce qu'aujourd'hui, bon, imaginez aujourd'hui, nous avons combien de riches qui cumulent des milliards dans des comptes, des hommes d'affaires, comme même des politiciens. Et souvent, ça ne s'explique pas. Je suis sûr que sous la gouvernance du président Thomas Sankara, ces détournements ou encore ces enrichissements souvent illicites ne pouvaient pas s'opérer. Parce que rien que la petite bourgeoisie était déjà inquiétée. On ne pouvait pas parler d'une grande bourgeoisie, cela pouvait arriver difficilement, peut-être quelques cas. Parce qu'on sait que quand nous sommes dans un système où on permet l'entreprise privée, des gens aussi peuvent investir et rentabiliser. Mais je crois qu'aujourd'hui, la plupart des richards aussi que nous voyons vivent dans un copinage avec ceux qui sont donc au pouvoir politique. Et les marchés, dans le document j'en parle, les marchés se passent de gré à gré. Et ça fait qu'on dit que c'est un système libéral, mais le système est aussi miné. Il faut être dans le cercle pour bénéficier de certains avantages.
Je crois que sous la gouvernance Sankara, ces choses ne pouvaient pas se développer, ne pouvaient pas prospérer. Alors, on pouvait aujourd'hui investir. Quand vous voyez ce qui s'est passé sous la Révolution, vous êtes sûr de l'engagement, du patriotisme de l'homme et de l'équipe qui était donc avec lui. Et si cela pouvait durer 10 ans, 20 ans, aujourd'hui, on n'allait pas seulement avoir des universités dans quelques 13 régions du Burkina Faso, là aussi des universités qui fonctionnent mal. Je crois que dans chaque province, on aurait eu une université. On n'aurait pas eu aujourd'hui des écoles et des villages qui n'ont pas d'école, qui vivent sous paillote. Je vais dire simplement qu'au-delà de la santé, c'est tous les secteurs, qu'ils soient socio-économiques du Burkina Faso, qui allaient connaître une émergence qualitative et appréciable. Et c'est cela le rêve burkinabé? Oui, le rêve burkinabé s'inspire en grande partie donc, de l'idéal du président Thomas Sankara, parce que pour lui, il n'y a pas de petit pays. Le Burkina Faso, il faut qu'on soit fier d'être burkinabé, d'appartenir à ce pays et qu'on s'engage à travailler, à lutter pour faire émerger les richesses que nous avons pour le développement endogène. Et le rêve burkinabé, c'est aussi ça, c'est dire que le Burkina Faso n'est pas un pays maudit. C'est le refus qu'on nous banalise. C'est le refus qu'on dise que nous sommes à la traîne. Même si c'est le cas actuellement, ce n'est pas une malédiction, mais c'est un défaut de conjugaison des atouts naturels, des atouts de l'histoire, des atouts culturels et même du capital humain valeureux que nous avons sur le plan du travail. C'est autant d'éléments qu'il faut conjuguer pour permettre une émergence du Burkina Faso. Et c'est ça donc le rêve burkinabé. Un rêve aussi fait donc de vision endogène du développement, c'est bien ça? Vous êtes enseignant d'histoire africaine. Oui, c'est ça. Parce que on a assez d'éléments. Notre patrimoine national regorge de nombreux atouts qui peuvent servir de tremplin pour le développement. Comme je le dis dans le livre, il faut un engagement, il faut un esprit de sacrifice et il faut une persévérance. Parce que sous la Révolution, quand la mayonnaise a commencé à prendre, on a senti un relâchement. C'est vrai que dès le début, il y avait les ennemis de la Révolution qui ont tenté par diverses manières pour ralentir. Mais entre-temps aussi, il faut dire que même le peuple, surtout les fonctionnaires, étaient aussi las de supporter de supporter cette facture qu'imposait la Révolution. Et je crois que c'est cette occasion aussi que d'autres au sein de la Révolution, qui avaient des ambitions cachées, ont eu le courage d'appuyer sur la gâchette. Je crois que c'est ça. Il faut accepter donc dire cela si on veut payer le prix dans la durée. Le sacrifice, au bout d'une décennie, 2 décennies, maximum 3 décennies, nous n'allons pas reconnaître notre pays. Parce que dans le livre, je dis, ne pensons pas que nous sommes mal lotis. Nous avons un soleil abondant. Je pense que ce n'est pas une malédiction, c'est une source de richesse. Nous avons un Sahel qui regorge donc de ressources. Le pétrole, on pense qu'on peut l'exploiter, c'est de plus en plus avéré. On ne parle pas de l'or et d'autres richesses du sous-sol qui sont exploitables. Donc je crois que ça, c'est seulement sur le plan naturel, sur le plan culturel, sur le plan du patrimoine historique. Et il y a assez d'atouts, donc que nous pouvons conjuguer pour permettre au Burkina Faso d'amorcer un développement réel. Voilà. Et dans ce contexte de coronavirus, toujours dans la vision endogène, c'est aussi de puiser dans nos traditions, dans notre pharmacopée, on pourrait trouver la solution. Oui, il n'est pas exclu. Je crois que je suivais ça hier. Il y a une approche nationale qui vise à associer donc, cette science traditionnelle burkinabé à la lutte donc, que mènent les scientifiques. Donc, quand je dis scientifique au plan classique, moderne du terme, je crois qu'il y a une approche qui vise à ne pas aussi écarter ces valeurs traditionnelles, cette science qui a aussi donc ses compétences, qui a sa place dans ce concert aussi des sciences modernes. Ce rêve burkinabé, c'est aussi des hommes d'État à l'image de Thomas Sankara. On le voit aujourd'hui avec le Covid-19 aussi. C'est aussi à la tête de certains États qui réussissent à faire bouger les lignes aussi, des hommes d'État
qui sortent et qui ont ce discours-là, qui rassurent et qui font des propositions qui font que les populations aussi adhèrent. On a vu avec la Chine, on a vu avec Donald Trump, on a vu aussi avec le président Macron, mais c'est aussi à nos frontières, là, pas loin de là aussi, des États aussi où on voit des présidents qui sortent avec des discours fermes et qui prennent des décisions fermes sans tergiverser. On l'a vu au Sénégal, à propos par exemple du culte, il y a eu une décision claire qui a été prise, mais chez nous, on a suffisamment tergiversé, on a laissé libre cours aux religieux de décider de cela. Oui, je crois que là aussi, que ce soit une décision du gouvernement ou des religieux, je crois que le gouvernement a permis un temps d'observation. Mais à mon sens, si les religieux allaient tarder, et que le pouvoir en place ne prenait pas des mesures qui s'imposaient, c'est là donc qu'il fallait donc crier. Pour moi, mettre les religieux aussi devant leurs responsabilités. On a vu par exemple entre-temps le mouvement syndical qui avait donc une marche pour le 16 et à la dernière minute, de façon responsable. Donc même si des voix s'élevaient déjà pour interdire cette marche, je crois que ce n'est pas ça qui a fait... Hein? Du 17 mars. Du 17, voilà, donc lundi 16 mardi 17 mars. Je crois que ce n'est pas cette colère-là qui a fait que les syndicats ont annulé la marche, c'est plutôt la conscience citoyenne, la responsabilité face au danger qui a fait que finalement cette marche du 17 a été donc levée. Et parlant de responsabilité, on a vu justement aussi que en France, le président Macron a suspendu la réforme de la retraite. Pour certains observateurs, on pensait qu'on aurait pu faire pareil au Burkina pour mobiliser l'ensemble des Burkinabés. C'est le cas par exemple de l'Institut Free Afrique du docteur Rassabouga Seydou Ouedraogo, qui estime que le président de Faso aurait pu aussi faire ce geste-là en suspendant l'application de l'UTS sur les pays. Oui, je suis d'avis. Je crois que le contexte actuel, quel que soit, d'ailleurs même avant que la crise, le Covid-19 n'arrive, il y avait déjà cette grogne sociale qui s'opposait, qui refusait l'application des UTS, une application considérée comme une dictature. Et je me dis que le Covid-19 vient aggraver la situation. Et je crois que, comme vous l'avez dit, je suis parfaitement d'accord que vu l'urgence de la situation, vu les difficultés financières qui vont s'imposer aux populations, je crois que même si le gouvernement tenait à l'application des UTS, c'était vraiment une occasion aussi pour le gouvernement de montrer sa bonne foi, de montrer au peuple, surtout aux fonctionnaires, qu'il a une oreille attentive et de montrer aussi au peuple que, vu la situation, il peut faire un sacrifice, même si c'est une application d'une loi, même si c'est une question de légalité, comme le gouvernement l'a chaque fois brandi, mais pour une question de crise nationale, d'une menace extérieure comme le Covid-19, je crois que l'État pouvait nous faire l'économie de ces UTS et puis même retourner ce qui a été coupé en fin février et puis en fin mars. Pire, il y a eu des suspensions de salaire et des sanctions justement qui sont tombées sur des travailleurs. Effectivement, là aussi les voix s'élèvent pour tantôt justifier cette mesure et tantôt la condamner. Mais pour moi, je crois que pour le moment, on a besoin d'une cohésion sociale. Donc il faut faire l'économie des mesures qui peuvent créer une cohésion sociale ou bien qui peuvent davantage distendre le tissu social. Je crois que le budget de l'État, c'est vrai, c'est une mesure quand on écoute aussi donc, le gouvernement, c'est une loi qu'il faut appliquer. Ça aussi, c'est la légalité. Mais il y a aussi, il ne faut pas souvent aussi penser à la question de la cohésion sociale, souvent aussi... de l'opportunité. Voilà. Est-ce que c'est opportun, effectivement, d'appliquer une telle mesure dans un climat déjà dégradé où vraiment le mécontentement est général au niveau donc, des travailleurs. Donc je crois que, comme vous l'avez dit, le discours du président a rassuré, à mon sens, quelque peu les populations. Mais je crois que le peuple attendait encore plus des mesures aussi sur le plan économique, de rassurer le peuple sur les mesures
qu'est-ce qui nous attend dans une semaine, 2 semaines? Quel est l'ensemble donc des mesures? Est-ce que l'État a une batterie de mesures qu'il a préparées pour déployer au fur et à mesure que la crise va avancer? Si elle n'avance pas, tant mieux. Mais à ce niveau, je crois que beaucoup sont restés sur leur soif parce que ces mesures n'ont pas été, en tout cas, déballées. Ailleurs, on parle de mesures d'accompagnement pour les populations qui vont devoir donc subir des situations donc de confinement et de chômage temporaire. Est-ce que c'est possible pour un pays comme le Burkina d'aller dans ce sens? Ça serait difficile, à mon sens. Je crois que, sauf si on active le levier de cette question de cohésion sociale, de solidarité africaine. Ce n'est pas ce levier qu'on peut activer. S'il faut attendre que le gouvernement ou encore qu'on puise dans le budget de l'État pour soutenir les familles, je ne suis pas sûr qu'il y aura donc cette bonne volonté et il y aura même cette capacité. Déjà qu'on crie à la crise financière, on crie donc à la crise économique, je ne suis pas sûr. Le Burkina, ce n'est pas les États-Unis, mais là-bas, Trump a annoncé justement un soutien pour les ménages. On parle entre 2 500 et 3 000 euros, par exemple. Et 3 000 $, 2 500 à 3 000 $ pour chaque ménage. C'est déjà pas mal, justement, pour ces populations pauvres, justement, qui gagnent leur pain au jour le jour. Je crois que ces mesures sont salutaires, mais je crois que vous l'avez dit, hein, les États-Unis, c'est plus compliqué pour un pays comme le Burkina. Comme le Burkina Faso, où l'État, de par aussi le manque de patriotisme des uns et des autres, je ne crois pas que les caisses de l'État puissent supporter de telles mesures. Si c'est pour 1-2 semaines, encore ça va. Si c'est pour des mois, je ne suis pas sûr. Si ces fonds étaient disponibles, je ne crois pas que les gens On peut peut-être penser à la constitution d'un fonds comme l'a fait le Sénégal, avec des milliards à mobiliser. Et on pourra faire appel aussi à la solidarité nationale avec, vous l'avez dit, tous ces milliardaires qui sont là. Chacun pourrait contribuer selon son portefeuille pour permettre de renflouer donc, ce fonds-là et permettre de soutenir les ménages vulnérables, par exemple. Je crois que c'est faisable. Ça peut sauver un temps, ça peut, mais je ne crois pas que ça puisse permettre qu'on prenne des mesures comme aux États-Unis ou en France. Pour moi, parce que déjà, on a vu des hommes d'affaires comme Ebomaf, comme aussi le DG de Nassa de Coris Bank, qui ont fait donc des gestes assez significatifs. Pour moi, c'est bon. Beaucoup de gens peuvent abonder dans le même sens. Et on a vu en 2009, lors des inondations de Ouagadougou, on a vu qu'on avait créé donc un fonds comme ça, national, de soutien des uns et des autres. Ça avait quand même permis de prendre en charge quelques ménages en situation difficile, mais il faut accepter que ces fonds ne peuvent pas permettre, et certains fonds même risquent même d'être investis dans la prise en charge même des malades, que même des ménages qui ont aussi besoin de vivre et de réconfort pour traverser la période d'hibernation. En tout cas, l'impact du Covid-19, il est là, ça se ressent déjà un peu partout dans les ménages. L'école est paralysée, des Burkinabés n'arrivent plus à travailler avec la fermeture des maquis, des bars, la suspension des spectacles. Le monde, par exemple, de façon globale, le monde de la culture, par exemple, est au chômage aujourd'hui. L'impact, il est vraiment là. Sur l'éducation, par exemple, est-ce que c'est rattrapable après? Parce qu'il faut tenir compte aussi. On ne sait pas à quel moment on aura la solution à ce mal. C'est aussi une grosse interrogation aujourd'hui. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il faut craindre aussi pour l'année scolaire. Oui, il faut craindre pour l'année scolaire dans la mesure où certains pays n'excluent pas que tout le mois d'avril soit un mois blanc en termes de cours. Parce que aller reprendre les cours, c'est aussi regrouper des enfants. Ça peut être aussi des occasions d'expansion de la maladie. Pour le cas du Burkina Faso, déjà, on parle de reprendre les cours le 1er avril, dans une semaine. Mais il faut dire que cette mesure sera difficilement applicable. Et on a écouté aussi le ministre Ganguinou hier, c'est dire qu'il n'est pas exclu qu'on assiste à des prolongations pour parler de fin avril aussi, si la situation s'arrangeait. Autrement dit,
moi je me dis que si jusqu'en fin avril, on n'a pas pu reprendre les cours, peut-être qu'on va parler de continuer l'année après, à partir du mois de septembre. On va devoir utiliser peut-être les vacances, les grandes vacances. Bon, les vacances, ce sera compliqué. Comme il y a aussi la période agricole, c'est aussi une période où la plupart des élèves aussi doivent aller travailler, parce qu'il faut le dire, là aussi, les défaillances du système éducatif ont fait que beaucoup d'enfants n'ont pas accès au public. Et le privé coûte cher. Et c'est l'enfant le plus souvent qui doit travailler pour cela. Et il faut mettre les vacances à profit pour rentabiliser, pour quand même avoir de l'argent, avoir quelque chose pour relancer l'année. Déjà, voilà. Pour des universités publiques qui souffrent de ces années qui se chevauchent, le Covid-19 en rajoute. Mais je crois ça va être compliqué. Bon, je crois que comme c'est une mesure exceptionnelle, au lieu par exemple que la rentrée des classes commence en octobre, on peut commencer à partir du 1er septembre. Et au lieu qu'on commence le premier trimestre en octobre, on peut commencer à partir du 1er décembre. Là, il faudra aussi à ce niveau que les enseignants fassent preuve de sacrifice. Je crois que, bon, moi, c'est des mesures que je suis en train donc de formuler, mais je crois que le gouvernement, le ministère en charge, saura prendre les décisions idoines pour sauver cette année qui est en cours. Et je crois que même comme c'est un problème international, que ce soit le CAMES qui souvent met des pressions sur les calendriers scolaires, le CAMES fera preuve de compréhension et on pourra étaler l'année jusqu'en septembre-octobre, quitte à ce que la nouvelle année 2020-2021 commence en décembre ou en janvier. Les enseignants devront faire preuve de compréhension oui, aussi, je crois qu'actuellement, et de patriotisme. Hein, oui, je crois que c'est une question nationale. Si tout à l'heure on a évoqué le patriotisme des hommes d'affaires et aussi des politiciens qui doivent s'engager à divers niveaux, il faut aussi qu'à tous les niveaux, au niveau aussi du système éducatif, que les acteurs fassent preuve d'engagement, fassent preuve de sacrifice. Toujours est-il que aussi les débats houleux entre gouvernement et syndicats aussi trouvent leur résolution avant que ces échéances-là donc ne soient lancées. En tout cas, ça va demander une mobilisation de tous pour combattre d'abord la maladie, mais après, pour rattraper tous ces retards à tous les niveaux. Ça va demander une mobilisation patriotique générale. Côté politique, par exemple, il faudra peut-être penser à envisager un report des élections. Je crois que ce n'est pas exclu. Mais le plus souvent, c'est les hommes de droit qui se... Qu'est-ce qu'il faut? Pour moi, pour un péril national, je parle en profane, pour un péril national comme le Covid-19, s'il faut reporter beaucoup de choses, je ne crois pas qu'il soit aussi interdit qu'on repousse les échéances. Mais je crois que c'est aussi une question de constitution. C'est aussi tout ce qu'on fait doit obéir donc aux normes prescrites par la Constitution. Et je crois que les hommes de droit auront à se prononcer pour voir qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que novembre, on ait des élections ou pas. Vous faites de la politique, vous? Pas. Je ne fais pas de la politique. Ah non? Je suis engagé dans les mouvements associatifs. Donc, je dirige un mouvement, donc c'est le mouvement Conscience Nouvelle. Voilà, nous sommes apolitiques et nous sommes aussi laïques. Laïque? Vous n'êtes pas de l'UNIPS? Jamais, je ne suis pas de l'UNIPS. Je ne suis pas. Je peux vous dire que ma rencontre avec Maître Benouende Sankara date de fin novembre 2019, quand j'ai voulu une figure sankariste pour juste parrainer mon livre donc sur le rêve burkinabé. C'est à ce niveau que nous avons fait connaissance par l'entremise d'un aîné et il a parrainé donc mon événement. Je crois que au sein du mouvement Conscience Nouvelle, nous approchons les gens en fonction des activités que nous menons. Parce que nous pensons que nous sommes jeunes et il y a des gens qui ont mené des luttes avant nous. On ne peut pas aujourd'hui aller déboucher du néant et aussi avancer. Nous sommes dans la logique du respect des générations passées. C'est aussi ça, ce débat aujourd'hui, on parle du renouvellement de la classe politique, de nouvelles générations d'acteurs politiques pour faire la politique justement autrement. Vous nourrissez le rêve burkinabé avec la vision sankariste. Pourquoi vous ne vous engagez pas tout de suite à l'UNIPS par exemple? Je ne dis pas non. Moi je pense que l'engagement politique est un engagement qu'il faut mûrir. Je ne dis pas qu'il est exclu que dans les années à venir je me retrouve en politique. Ce n'est pas exclu. Au sein du mouvement Conscience Nouvelle, nous sommes apolitiques.
Mais nous savons aussi que... C'est peut-être le moment ou jamais. Ce qui est sûr, le mouvement est apolitique et il le restera. Ça, le débat ne se pose pas. Le mouvement est apolitique. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à ce que nous passions la relève à d'autres personnes, le mouvement restera apolitique. Mais maintenant, au sein du mouvement, il y a des gens au sein du mouvement qui sont, par exemple, le parti donc, de Augustin Loada, le MPS. Le MPS, Mouvement patriotique pour le salut. D'autres sont donc du MPP, d'autres sont de l'UNIR-PS et autres. Et d'autres aussi ne font pas la politique, ils sont les plus nombreux. Mais il n'est pas exclu que dans ce cadre de débat, de conscientisation que nous sommes en train de faire, que des politiciens émergent, que des hommes d'affaires émergent. Parce que pour nous, dans la famille Conscience Nouvelle, nous prônons la révolution de la mentalité des gens. Pas penser que la jeunesse est irresponsable, la jeunesse n'a pas d'avenir que de chercher à s'affilier à des figures montantes. Non, nous disons que la jeunesse est responsable. La jeunesse doit s'affirmer, la jeunesse doit se battre pour une relève générationnelle au plan économique, au plan politique, au plan social, au plan administratif. Mais il faut le faire comme Sankara l'a fait. Malheureusement, aujourd'hui, c'est une jeunesse qui se plaît à rester éternellement jeune. Justement, c'est ce que nous combattons au sein du mouvement Conscience Nouvelle. Vous allez voir que nous prônons l'engagement, la responsabilité, le patriotisme, nous prônons le civisme, nous prônons le respect des anciens. Quand aujourd'hui je vois sur Facebook ou encore sur les réseaux sociaux des jeunes qui se permettent de salir l'image des gens qui peuvent être leurs pères, ou encore qui salissent l'image des ministres, du président. Moi, je ne dis pas que le gouvernement fait preuve de patriotisme, mais c'est parce qu'un dirigeant fait mal son travail que moi, j'ai la permission de lui manquer du respect. Avant d'être ministre, il est un homme. Et tout homme, être humain, est digne de respect. Même si lui, il ne se respecte pas, si moi, je ne le respecte pas, je fais preuve d'irresponsabilité. Donc, je ne dois pas avoir un comportement dicté par une personne, mais dicté par l'éducation que moi, j'ai reçue. Donc, nous prônons le respect de l'autorité. Qu'elle s'assume ou pas, nous critiquons. Mais nous ne méprisons pas l'autorité. Que pensez-vous de toute cette colère généralisée, ces flèches à l'encontre de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo sur son livre « Ma part de vérité ». Ce livre, je l'ai lu et à vrai dire, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre. Je l'ai lu et je l'ai apprécié en tant qu'historien, en tant que chercheur. J'y ai trouvé des vérités qui intéressent toute la nation, qui intéressent la recherche scientifique, qui intéressent l'histoire. Quand vous prenez la période, le plus souvent la période de 1980 à 1983, est une période mal connue. C'est seulement quelques faits atypiques que l'histoire relate. Mais de par son document, il déballe des secrets d'État, il déballe des informations capitales sur aussi l'évolution la chute du CMRPN et aussi pourquoi le CSP1 a échoué et pourquoi le CSP2 aussi a échoué et dans quel contexte de crise politique, militaire va naître le CNR. Mais là où je n'ai pas vraiment apprécié le document, c'est j'ai fait un décompte des phrases ou encore des propos à l'encontre du président Sankara. Et je ne vois pas, même dans le monde, vous ne verrez pas un dirigeant d'un pays qui va aller écrire de tels propos sur un autre dirigeant de ce même pays. On peut avoir des divergences entre par exemple, François Hollande et Sarkozy. Mais je ne crois pas que François Hollande peut écrire de telles choses sur Sarkozy. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la vérité historique, à votre avis aussi? Non, c'est pas. On dit souvent que les faits sont têtus. Non, c'est pas ça. Parce que les faits s'analysent. C'est pas ce que lui il dit qui est la vérité absolue. Tous les faits sont analysés. Et l'analyse à partir du moment où l'homme peut avoir, parce que je l'ai aussi remarqué, c'est la rancœur, c'est l'amertume, c'est comme s'il réglait son compte à quelqu'un qui n'est plus là. Et moi j'ai vu. Est-ce que ça aussi, vous ne le jugez pas? Est-ce que ça, vous ne manquez pas aussi de respect à un aîné? Qu'est-ce que j'ai dit? En parlant de rancœur, d'amertume, de quelqu'un de... Non, j'ai dit, je critique ce qu'il a dit. Puisque vous me posez sur le plan scientifique, quand vous me déposez ce livre comme ça, Le rêve burkinabé, déposez-le devant un tout scientifique, il va vous ressortir ses atouts et aussi ses faiblesses.
C'est ce que je fais ici. C'est ce que je fais. Je Mais lui est-ce manque que pas du vous- respect. est-ce que J'ai- vous Par exemple, comprenez- j'ai vu, excusez-moi, j'ai vu sur Facebook des gens qui l'ont insulté, qui lui ont manqué du respect. Tout à Il y en a fait. qui ont dit qu'il est proche de la tombe. Ça, moi, je l'ai déploré. Je n'ai fait aucun commentaire à l'époque sur Facebook ni sur aucun réseau parce que je n'ai pas encore lu le livre. Je crois qu'une analyse scientifique m'impose d'apprécier le livre, de le lire avant de donner un jugement quelconque. Voilà pourquoi je n'ai pas fait de... En temps même, le livre était en rupture. J'ai attendu, je l'ai lu, et comme je vous dis, j'ai relevé près de 40 à 45 termes péjoratifs, à mon sens, sur le président Sankara. Quand on dit qu'il est assoiffé de pouvoir, quand on dit qu'il était manipulé, quand on dit que son gouvernement, il y a trop de mots. D'accord. Donc pour moi, c'est ce qui cache un peu, ce qui ternit l'image de ma part de vérité. Et si j'avais un conseil, ce livre doit être réédité, corrigé, parce qu'il est tellement riche, il ne faudra pas que ces aspects négatifs-là ternissent l'image de ce document. Il a parlé d'un tome 2 sur la Révolution qui peut-être viendra... Bon, peut-être que... établir Mais les je faits. me dis que même ce livre peut être réédité sous une version corrigée pour vraiment corriger les tirs. D'accord. Parce que... Vous avez aussi le rêve burkinabé, c'est un tome 1. Il y a un tome 2 également qui est prévu. Un tome 2, un tome 3, parce que beaucoup de tomes d'ailleurs, parce que ici, je me focalise sur des aspects généraux. Je n'attaque pas des thématiques claires. Mais, dans le tome 2, par exemple, que je prépare déjà, je vais m'attarder sur les politiques économiques, en puisant du sankarisme, en puisant donc d'autres idéologies, donc panafricanisme. Donc pour, voilà, et aussi d'autres intellectuels burkinabés, tels que Joseph Kizerbo, tels que Laurent Bado, qui ont aussi écrit sur la société burkinabé. Et comme je l'ai dit, nous jeunes, on ne peut pas faire un perpétuel recommencement. On ne peut pas balayer du revers de la main ce que les anciens ont laissé comme héritage. Mais de par leur héritage, nous pouvons puiser assez d'informations pour l'adapter à notre génération actuelle. Sinon, c'est comme s'il fallait recommencer la roue. Donc le tome 2 va porter sur l'aspect économique, les politiques économiques. Ce sera toujours le rêve burkinabé, mais sous l'angle des politiques économiques du sankarisme et d'autres idéologies développées au Burkina Faso et par d'autres penseurs africains. Ça veut dire que ça serait une succession de tomes qui vont permettre de redécouvrir l'ensemble de l'œuvre du leader de la révolution C'est ce burkinabé. que je crois, parce que beaucoup disent qu'il n'y a pas d'idéologie sankariste. Oui, scientifiquement parlant, mais quand aussi on pense que, dans le livre j'en parle, qu'une idéologie, c'est aussi une somme de valeurs. Quand vous lisez, c'est les discours de Thomas Sankara, lisez 20, 30 discours, vous allez voir, il y a des valeurs qui se recoupent. Il y a une ambition qui transparaît. Il y a des réalités qu'il souligne. Donc, et pour moi, ça forme une idéologie. L'intégrité, l'ambition, l'engagement, la vision, tout cela tisse une idéologie qu'il faut découvrir au fil du temps. Merci, docteur, d'être passé dans le fauteuil blanc. Ce soir, on est en fin d'émission. Merci bien à vous, M. Kébré. Merci de m'avoir invité. Ce fut un plaisir pour moi d'être sur le plateau de Surface de Vérité. On aura d'autres occasions encore de parler d'autres sujets liés à la jeunesse et à Thomas Sankara. Ok, On merci l'espère bien. Ça sera avec plaisir. Docteur Hyacinthe Ouedraogo, auteur du livre Le rêve burkinabé, tome 1 sur le leader de la révolution burkinabé. C'est un essai social et politique. Il est enseignant-chercheur à l'université de Gawa. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.